Bonjour à tous. Donc on va attendre encore une petite minute pour laisser le temps aux inscrits de se connecter. Et ensuite, donc, on pourra commencer ce webinaire. Écoutez, en tout cas, premièrement, on vous remercie pour le temps que vous nous accordez pour suivre ce webinaire sur la donnée. On a bien conscience que c'est pas toujours très simple de le caler dans son agenda. Donc encore merci d'avoir trouvé le temps pour le faire. Et puis d'ici une petite minute, on commence. Je vois que voilà, on a les participants qui se connectent au fur et à mesure. Bon, je vais peut-être commencer juste par ma présentation et comme ça fera arriver les derniers. Donc, je suis Magali Lasfargue, je suis directrice des Strategic Services en Europe. Je fais partie de l'équipe de Cheetah Digital, qui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc a vocation à aider les marketeurs à communiquer avec les consommateurs et à établir des relations durables. Et donc, dans notre rôle de conseil en marketing, mon équipe et moi-même accompagnons nos clients à activer les données tout au long du cycle de vie du client, à déployer des expériences personnalisées et à créer une fidélité client basée sur l'émotion. Donc, pour les 45 minutes qui suivent, je vais également être accompagnée donc de Marion et de Geoffrey que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Geoffrey Guichard, je m'occupe de toute la partie consulting chez Cheetah Digital depuis un peu plus de 5-6 ans maintenant. Je suis dans le domaine du marketing depuis plus de 10 ans et mon travail consiste à accompagner nos clients et nos prospects dans leurs projets sur les solutions Cheetah Digital. Et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Marion Duchâtelet. Je suis consultante pour Batsander. Et Batsander, pour ceux qui connaissent pas, c'est une agence qui est spécialisée en emailing et on offre aussi bien des conseils sur la stratégie d'acquisition, de collecte ou d'automatisation, des formations sur l'intégration HTML, la délivrabilité ou la stratégie. On arrive à résoudre aussi toutes vos problématiques de délivrabilité. Donc améliorer votre réputation ou résoudre des incidents. Et on a aussi un outil, le seul outil qu'on ait, c'est un outil d'email builder, donc pas un outil d'envoi comme Cheetah Digital, mais un outil d'email builder qui s'appelle Le Patron, qui permet de créer ses emails en drag and drop sans connaissance HTML. Voilà. Merci Marion, merci Geoffrey. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va afficher la petite slide peut-être pour présenter l'agenda. Donc, avant de vous partager des exemples, des bonnes pratiques, donc pour non seulement capter de la donnée, mais aussi savoir quel type de données recueillir et comment l'activer. Et ensuite, on terminera avec un petit point sur la délivrabilité, où il y a également quelques précautions à prendre. Donc, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la donnée. Et on voudrait commencer par une question qui est pourquoi est-ce si important de construire aujourd'hui sa propre base de données? En fait, on a réalisé une étude dernièrement avec eConsultancy au travers de 6 pays qui nous a démontré, en fait, qui a mis en évidence des changements comportementaux de la part des consommateurs vis-à-vis du digital. Il y a 3 chiffres qui nous paraissaient importants à mettre en avant. Notamment 39% des consommateurs aux États-Unis suppriment aujourd'hui les publicités personnalisées, 37% suppriment régulièrement les cookies et 30% ont déjà installé des bloqueurs de cookies. Donc c'est vraiment la conséquence directe des scandales qu'on a pu avoir avec Cambridge Analytica il y a quelques années déjà, l'utilisation aussi à outrance des third-party cookies utilisés par les géants du web. Donc on constate vraiment une méfiance des consommateurs vis-à-vis de l'utilisation de ces cookies. Et donc on peut maintenant légitimement s'interroger et se dire quelles sont les méthodes qui vont me permettre quand même de continuer à adresser cette audience. Et pour nous, une stratégie efficace consiste à créer sa propre base de données pour être en capacité de communiquer directement avec eux sans dépendre d'intermédiaires. Et donc la bonne nouvelle, c'est que dans l'étude que nous avons menée, on a constaté que les consommateurs étaient prêts à partager des informations avec les marques, mais seulement s'il y a un véritable échange de valeur au moment où ils donnent leurs informations personnelles.
Donc, pour conclure sur cette question, notre point de vue, c'est vraiment que disposer de sa propre base de données client, c'est un facteur clé de succès pour élaborer vos stratégies d'engagement, et la qualité de votre base de données sera vraiment cruciale pour apporter la pertinence dans les différents contenus que vous allez leur envoyer. Donc, on va regarder maintenant comment capter la donnée. Donc, je vais laisser Geoffrey présenter quelques best practices. Merci Magali. Oui, effectivement, donc comment on va pouvoir capter la donnée? Donc, je pense que chacun d'entre vous se pose la question et a déjà mis en place des systèmes de captation de données pour récupérer soit de nouvelles informations, de nouveaux consommateurs via des adresses email, via des informations comme le nom, le prénom, ou tout simplement pour l'enrichissement de la base de données qui est existante chez vous. L'intérêt, effectivement, de pouvoir capter la donnée, c'est derrière de pouvoir la segmenter et surtout de pouvoir la personnaliser. Le but de la personnalisation, ça va toujours être de pouvoir proposer à son consommateur un message qui va être attractif, qui va être interactif aussi pour lui et qui va pouvoir lui donner l'impression qu'il y a une grande valeur à partager avec sa marque. Donc, le but derrière de cette personnalisation, c'est de pouvoir lui proposer des produits qui vont lui correspondre, de pouvoir lui proposer des informations qu'il va attendre. Et ça, c'est tout l'intérêt de la captation de données. Donc, l'intérêt aussi de pouvoir capter la donnée, c'est qu'on va pouvoir utiliser différents systèmes. Donc, ça peut être des systèmes qui vont être sur les sites web, tout simplement, donc avec tous les formulaires qu'on va pouvoir connaître, mais également sur les différents réseaux sociaux qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ça peut être des expériences qu'on va pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux pour pouvoir capter la donnée avec si je parle par exemple d'Instagram qui fonctionne très bien, on va pouvoir créer une social story et on va pouvoir capter la donnée à l'intérieur de la social story avec le consommateur qui va aller sur cette social story avec une expérience. Il va pouvoir remplir des informations sans avoir l'impression qu'on lui demande. Donc, c'est une impression qu'on va pouvoir faire et qui va avoir une grande valeur pour lui. Donc, le but étant de pouvoir lui proposer une expérience qui va lui correspondre et il va vouloir partager la donnée tout simplement. Donc, l'intérêt derrière pour vous, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de lui dire on a besoin de vos données, donnez-nous cette information comme votre numéro de téléphone, comme le nom, le prénom, l'adresse, des choses comme ça, ou simplement l'intérêt qu'il va avoir pour la marque ou une intention d'achat. Donc, le but des expériences qu'on va pouvoir vous présenter aussi tout au long de ce webinaire, c'est comment on va pouvoir présenter une expérience pour que le consommateur puisse avoir cet échange de valeurs et le motiver à donner ces informations sans avoir l'impression qu'on va lui, entre guillemets, qu'on va lui voler cette information, parce qu'on va l'avoir forcé à lui donner. Et du coup, effectivement, donc toutes ces expériences, cette captation de données doit être partout maintenant sur tous les réseaux, sur tous les canaux digitaux qu'on va avoir à notre disposition. Donc, ça peut être effectivement le site web, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ça peut également être en boutique. Donc, si vous avez des boutiques, si vous avez des magasins, donc l'intérêt, ça va être effectivement de pouvoir avoir une tablette ou de pouvoir avoir un présentoir digital pour pouvoir enregistrer ces informations avec un petit jeu concours, par exemple. Donc, ça, c'est le but de la captation de données. Et on va voir juste après quelques exemples qui vont pouvoir vous montrer ce que nous, on peut faire avec les informations digitales et les expériences. Merci Geoffrey. Bon, il y a toujours un petit temps de latence parce que je me démute. Merci Geoffrey. Donc effectivement, alors quand on parle d'expérience, pour être clair, c'est souvent c'est des dispositifs de captation de données. Et donc on a choisi 3 exemples ici pour vous démontrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc ici on a un exemple de Air New Zealand. Et donc, dans le cadre de la promotion de leur nouvelle destination pour les États-Unis, ils avaient décidé de mettre en place un quiz interactif qui permettait aux participants de découvrir quelle était la destination qui leur correspondait le mieux en fonction justement de leurs intérêts ou de leur motivation. Donc, l'échange de valeurs qui avait été mis en place était la possibilité de gagner un voyage pour 4 personnes donc sur la destination recommandée. Et ce dispositif avait non seulement pour objectif de recruter des nouveaux clients, mais aussi avait vocation à animer et à qualifier leur propre base de données d'informations pertinentes et utiles qu'ils pourraient réutiliser dans leurs futures interactions.
Donc, comme le précisait Geoffrey, en fait, pour avoir plus de viralité sur ce dispositif, il a été largement diffusé sur le site de la marque, au travers d'annonces Google, avec des partenaires médias, voilà, vraiment pour maximiser la visibilité. Et comme vous le voyez sur ce slide, on a marqué un petit peu aussi les données qui étaient récoltées. C'était vraiment les goûts musicaux, culinaires, tout ça pour affiner un petit peu la compréhension et le profil des personnes qui remplissaient le questionnaire, pour ensuite être capable de leur envoyer des campagnes vraiment pertinentes. Ce qui est intéressant aussi à retenir, ce sont les résultats. C'est plutôt très très positif pour $1 investi. Donc ils ont eu 38 $ de retour sur investissement. On est sur des dollars australiens. Ils ont aussi généré donc 5 millions de CA grâce à cette opération, et ils ont réussi à récupérer plus de 100 000 données personnelles, donc des contacts supplémentaires dans leur base de données. Donc là, on est vraiment sur un cas très intéressant. Il y a également un petit point concernant la captation de la donnée, c'est qu'ils ont immédiatement aussi envoyé, vous savez, un email pour valider la participation, et pour tous les participants, ils ont pu recevoir en fait une offre, je crois de l'ordre de 15% pour la destination qui leur avait été recommandée. Donc voilà un dispositif pour récolter de la donnée qui est assez efficace. Geoffrey, je te laisse présenter le second cas. Ouais, merci Magali. Alors du coup, pour le second cas qu'on a choisi de vous montrer, donc on a travaillé avec l'UEFA sur une micro-expérience pour en fait récolter des informations et enrichir leur base de données. Donc l'intérêt de cette expérience, ça a été de créer un site web qui leur a permis en fait d'avoir un concours. Donc le but était effectivement pour l'UEFA d'avoir plus d'informations sur l'intérêt de leurs consommateurs, donc des joueurs en fait, et ils cherchaient les meilleurs freestylers au niveau Europe. Donc cette plateforme en fait qu'on a pu créer avec Cheetah Experience a permis à l'UEFA de pouvoir proposer un téléchargement de vidéos directement en temps réel sur le site web qu'on avait pu mettre en place, et ensuite de partager cette vidéo avec toute la communauté de l'UEFA. Donc le but pour un joueur, par exemple, pour un freestyler, c'était de se filmer lors d'une action et ensuite de pouvoir télécharger directement via la plateforme du site web sa vidéo et pouvoir aussi la proposer et la mettre en ligne. Dans la valeur d'échange, on va dire, par rapport à l'UEFA et leurs consommateurs, d'un côté, pour le consommateur, c'est de la visibilité, parce qu'effectivement, donc tous les freestylers qui étaient soit amateurs, soit un peu pros, ont pu se filmer lors d'une action et ont pu partager automatiquement leurs vidéos avec leur freestyle directement avec toute la communauté de l'UEFA. Donc ça, c'est une grande valeur pour eux qui leur a permis une grande visibilité sur les différents canaux, parce que du coup, cette plateforme était disponible pour tous les consommateurs de l'UEFA et également sur les différents réseaux sociaux qu'on a pu voir. Pour l'UEFA, la valeur, ça a été forcément la récolte des informations. Donc, ça pouvait être des données personnelles ou des centres d'intérêt, parce que du coup, on avait un petit questionnaire juste avant de pouvoir télécharger sa vidéo avec le freestyle, où on demandait en fait quel était le type de freestyle préféré qu'on pouvait avoir pour ce consommateur. La fréquence, par exemple, de jeu, est-ce que c'était un pro, est-ce que c'était un amateur, etc. Donc, il y avait des petites questions, donc assez rapides. On était sur 3-4 questions avant de pouvoir télécharger sa vidéo. Et forcément, derrière, avec les informations personnelles sur l'email, le nom, le prénom, pour pouvoir derrière avoir l'opt-in email et envoyer un email de confirmation dans un premier temps et ensuite envoyer effectivement l'email avec la personne qui a gagné, donc cet email qui avait été envoyé à toute la base qui avait participé à ce jeu concours, aussi pour de la visibilité derrière de la personne. Le résultat, il était assez impressionnant pour l'UEFA. Donc là, on parlait de 92% des participants qui avaient téléchargé et qui avaient ensuite regardé des vidéos sur le site. Ils les ont partagées sur leur réseau à eux, donc sur Facebook ou sur Instagram par exemple. Donc là derrière, ça fait une grande visibilité pour l'UEFA et également une grande visibilité pour les joueurs qui ont téléchargé leurs vidéos. Hop, merci Geoffrey. Et le dernier exemple qu'on a choisi concerne Reckitt Beckkinser pour la marque Vite. Donc voilà, on est sur un CPG qui n'a pas forcément accès à une base de données en direct puisqu'il passe au travers de différents intermédiaires. Donc ici, on a un exemple qui démontre comment utiliser les réseaux sociaux dans un intérêt vraiment de collecte de nouveaux contacts.
mais aussi donc de rester présent sur les médias sociaux, parce que comme on parlait un peu des cookies aussi en début de session, je sais que Geoffrey a présenté un petit peu le côté Instagram aussi au début de la présentation. C'est important de capitaliser sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais le problème c'est que n'ayant pas accès à la donnée en direct, après c'est difficile de pouvoir continuer à contacter ces personnes de manière individuelle. Or ici, l'objectif c'est bien ça, c'est de capter la donnée et l'audience que vous pouvez avoir directement sur les réseaux sociaux. Donc, Vite Canada, au-delà de l'acquisition, souhaitait aussi être proche de son audience et souhaitait l'accompagner davantage dans son quotidien. Donc, ce qu'ils ont eu comme idée, c'était d'aider leurs consommatrices finales, parce que c'est principalement des consommatrices ici, à préparer une soirée importante en leur offrant une playlist en relation avec le thème de leur soirée. Donc typiquement, si je vais au restaurant en couple ou si je sors avec mes copines en discothèque, etc., ça permettait en fait de qualifier un petit peu le type d'audience qu'ils pouvaient avoir sur Instagram et les profiler davantage. Donc ils ont créé une social story très engageante qui comportait un questionnaire qui donnait droit à cette playlist Spotify après avoir renseigné des informations personnelles et quelques centres d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment utile pour eux, pour mieux les connaître et ensuite pour mieux personnaliser les futures interactions qu'ils pourraient avoir. Voilà pour les trois exemples. Maintenant, sur quoi on va, enfin ce qu'on va regarder, Geoffrey, je pense que c'est sur les données à collecter exactement. Est-ce que tu peux nous dire effectivement ce qui est vraiment important aujourd'hui pour une marque? Quelles sont les informations absolument essentielles à obtenir? Oui, merci Magali. Donc effectivement sur les données à collecter, donc je vais passer sur le slide en fait des différents types de données qu'on va pouvoir récupérer quand on est dans une entreprise. On va avoir les premières données, on va dire que tout le monde connaît, c'est toute la partie third party data, seconde party data également et first party data. Donc c'est les données maintenant qu'on connaît, que tout le monde ou quasiment tout le monde a mis en place. L'intérêt de ces données, c'est d'avoir des données qu'on récupère directement sur le consommateur. Donc, on va pouvoir récupérer, par exemple, si on parle des revenus des ménages, donc sur la third party data, sur tout ce qui va être like sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc. Donc, c'est des données, en fait, au niveau de la third party data qu'on récupère via des partenaires, via des connecteurs. Donc, ça, c'est des données qui sont transparentes pour le consommateur, puisqu'on va récupérer ça en temps réel en général et on va pouvoir les utiliser derrière pour faire un petit peu de segmentation et pour faire de la personnalisation. Sur la seconde partie data, là on va aller un petit peu plus loin, plus sur la partie transactionnelle, on va dire, parce qu'on va pouvoir récupérer des informations de préférence sur des produits, sur des achats qui ont déjà été effectués, donc sur toute la partie transactionnelle. Donc là pareil, le consommateur, c'est un petit peu transparent pour lui. Il sait qu'on va récupérer l'information puisqu'on la sauvegarde, on l'a en base de données et en général, il reçoit une semaine après son achat ou quelques jours après, en tout cas, un nouvel email ou un nouveau SMS avec une promotion sur un autre produit, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et maintenant, c'est quelque chose qu'on attend aussi de voir. Il y a aussi la partie du panier abandonné qu'on va pouvoir récupérer avec cette solution de dire il vous reste une journée ou 2 journées pour votre panier, par exemple, profitez-en, voici un petit bon de réduction de 10%. Donc ça, c'est des choses qu'on a l'habitude aussi de voir. Et ensuite, on va avoir la first party data où là, on commence vraiment à avoir des informations propres par rapport aux consommateurs. Donc, c'est des informations qu'on peut récupérer quand on active, par exemple, un programme de fidélisation avec ces informations sur son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, etc. Et aussi les activités qu'on va avoir sur les challenges ou sur les rewards, par exemple, qu'on va pouvoir lui offrir dans le programme de fidélisation. Ce qu'on vous a montré juste avant dans les exemples de Vite, dans l'UEFA par exemple, c'est de la zéro party data. Donc là, en fait, on va aller sur de l'intention du consommateur pour nous donner ces informations directement sans lui demander. Donc le but, c'est effectivement d'avoir une catégorie de données que le consommateur va donner intentionnellement et surtout proactivement. Le but, c'est effectivement de pas se connecter, on va dire, à un système tiers, de récupérer l'information, ensuite de devoir la traiter, surtout de voir si elle va être utile aussi pour nous. Là, c'est vraiment des informations que le consommateur va vous donner parce que
l'expérience que vous lui avez proposée, c'est une expérience qui aura eu de l'intérêt pour lui. Et donc, ces données, ça peut être des données sur des intentions d'achat, par exemple. Donc là, on parle plus de l'après-achat où on va être actif après un achat, mais là, on va être vraiment réactif. On va pouvoir lui envoyer des informations sur l'achat qui va potentiellement faire, soit dans la semaine, soit dans le mois, soit par exemple dans l'année, si c'est quelque chose, si c'est un projet, c'est un gros projet qui peut durer un petit peu plus longtemps. Donc là, on va pouvoir travailler vraiment le consommateur sur des intentions personnelles que lui va vous avoir fournies. Et donc cette zéro party data, elle est vraiment constituée des données du consommateur que lui-même vous a partagé et qu'on va pouvoir utiliser pour de la communication en one-to-one. Donc là, on va vraiment être sur des informations que lui vous a données et du coup, la personnalisation que vous allez pouvoir faire avec les outils marketing que vous avez à votre disposition, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus pertinent que de la third party data qu'on a pu récupérer sur une après-visite ou un après-achat, etc. Et donc là, on va être sur quelque chose qui va être hyper pertinent et qu'on va pouvoir hyper personnaliser aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend maintenant au niveau, nous, consommateurs, c'est d'avoir non plus 15 messages dans la boîte email qui nous disent la même chose parce qu'on a acheté par exemple un berceau pour son enfant, du coup, le lendemain, on se retrouve avec 15 emails qui nous donnent des promotions sur des berceaux. Donc ça, c'est plus ce qu'on veut. Et effectivement, là, on va être sur une intention d'achat, donc on va pouvoir lui proposer le produit qui va lui correspondre par rapport à ce dont il a besoin. Je vais passer la main à Marion sur les enjeux maintenant au niveau de la data. Merci Geoffrey. Alors moi, je voulais vous parler d'enjeux qu'on constate, nous, quand on accompagne nos clients. Donc, comme je le disais en introduction, chez Batsander, on accompagne nos clients dans leur stratégie CRM et vraiment dans les questions auxquelles ils se posent. Et souvent, les deux enjeux, c'est il faut que j'augmente le nombre d'adresses email opt-in, il faut que j'augmente le volume de ma base de données CRM. Plusieurs raisons à cela. Hein. Soit c'est un objectif vraiment que c'est fixé la direction marketing en début d'année, ou alors ils constatent que ils ont un trop grand nombre de désinscriptions et qu'il faut à un moment donné remplir la baignoire via des nouvelles adresses email. Donc ils ont vraiment une volonté d'augmenter le nombre d'adresses email opt-in dans leur base CRM. Le deuxième enjeu, et souvent ça va de pair, c'est en plus de ça, je veux enrichir la connaissance client avec les centres d'intérêt. Donc, quand on parle de centres d'intérêt, il y a plusieurs moyens de capter ces centres d'intérêt-là. Et Geoffrey, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. En fait, alors c'est la slide d'après. Vas-y, je veux bien que tu passes et on reviendra sur celle-là, si ça ne dérange pas. Mais alors, c'est pas ça. Bon, alors, on va recommencer, excuse-moi. Donc, il y a plusieurs moyens de définir les centres d'intérêt, mais on y verra plus tard. En fait, il y a, comme le disaient Magali et Geoffrey, c'est via les jeux concours et les quiz. Donc, vraiment savoir quelles sont les données qui seront intéressantes à votre stratégie marketing et à votre connaissance client. Et pour ça, il faut bien se poser. La première étape pour structurer cette stratégie, c'est de connaître les données en centre d'intérêt qui vous seront les plus utiles à terme dans votre stratégie CRM. Donc, on l'a vu avec les exemples, c'est par exemple les goûts musicaux ou les goûts culinaires. Ça peut être aussi des goûts au niveau des centres d'intérêt plutôt, par exemple, si on est dans la presse, ça fait tout ce qui est politique, jeunesse, people, etc. Enfin, savoir vraiment les données qui vous seront utiles pour personnaliser et segmenter votre stratégie derrière, de créer ces champs correspondants dans votre base de données. Et le troisième conseil, ça sera de conserver ces champs le plus longtemps possible. C'est-à-dire que vous allez sûrement effectuer des quiz ou des jeux concours tout au long de l'année, ou plusieurs fois dans l'année. Et ça va être de conserver ces mêmes centres d'intérêt dans votre base de données. Alors, pour l'animation des quiz et de jeux concours, vous allez évidemment poser des questions de façon différente. Mais derrière, il faut que la donnée soit enregistrée dans les mêmes champs. L'objectif, ça sera d'augmenter ce taux de complétude des champs, des centres d'intérêt. Comment, donc une fois que j'ai collecté ma donnée et qu'elle est enregistrée dans ma base CRM, c'est comment l'activer. Alors là, il y a un premier conseil, ça va être de ne pas attendre.
il y a certains de nos clients qui nous disent, bah, il y a 6 mois, j'ai fait un jeu concours et c'est dans la base, là, dans ce segment jeu concours mois de mars, c'est stocké là-bas. Et je leur dis la question, bah, ok, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis? Ils me disent, bah, rien, on a collecté la donnée, on n'en a rien fait. Et ils souhaitent reprendre ces données collectées pour tout d'un coup les intégrer dans leur planning d'envoi. Ma première remarque, ça va être, ne faites pas ça, parce que ces clients-là, enfin ces contacts-là n'ont pas été sollicités depuis 6 mois. Donc, si tout d'un coup, vous les intégrez dans votre planning d'envoi, vous risquez de fortes problématiques de délivrabilité. Ils vont pas du tout être attentifs à recevoir vos communications. Le premier conseil, ça sera de ne pas attendre. Quand vous collectez des nouveaux contacts, tout de suite, il faut communiquer avec eux. Si vous laissez un laps de temps, même un mois, c'est trop long. L'objectif, c'est vraiment d'avoir déjà un premier email qui confirme la participation donc en temps réel et idéalement, dès le lendemain, de faire partir un scénario de bienvenue, encore appelé un scénario PRM, qui sera composé de plusieurs emails et qui durera à peu près un mois. Et seulement après, ce mois passé, vous allez les intégrer dans votre planning d'envoi. Pourquoi c'est important d'attendre un mois? C'est-à-dire que pendant ce mois-là, on va faire en sorte, alors on va communiquer avec eux, mais via les emails qui seront dans ce scénario de bienvenue. Et les emails qui sont dans ce scénario de bienvenue sont plutôt des emails de présentation, de service, plutôt des emails à objectif éditorial. Du coup, on n'est pas dans de l'agressivité, on n'est pas dans de la promo, comme on peut avoir un petit peu plus dans les plannings d'envoi. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de laisser reposer sa base pendant ces nouveaux contacts pendant 30 jours. Ils recevront des emails de votre part, mais plus à objectif éditorial, et seulement après de les intégrer, de les faire tomber dans votre base qui va recevoir les emails promo et les newsletters de façon hebdomadaire. Ce qu'on conseille aussi dans les scénarios de bienvenue, c'est de ne pas hésiter à inclure un email de collecte au début de scénario. En fait, on a fait plusieurs tests, nous, et on constate que quand il y a un email de collecte dans les scénarios, ça répond bien, parce que souvent les scénarios de bienvenue, les emails sont ouverts à 50, 60%. On a aussi des bons taux de clics. Donc, il faut en profiter pour collecter de la donnée supplémentaire. Et enfin, ça sera d'utiliser, de conserver ces données, de les utiliser tout de suite aussi dans votre stratégie de segmentation et de personnalisation. Alors, on va voir un exemple, là, par exemple, de scénario de bienvenue. Le scénario de bienvenue, il peut commencer par une confirmation d'inscription double opt-in. Et ça fera partie des bonnes pratiques qu'on verra après au niveau des précautions à prendre au niveau de la délivrabilité. On verra que tous les annonceurs ne le font pas. Je vous expliquerai pourquoi, mais en tout cas, ça peut commencer par un email de confirmation d'inscription double opt-in. Et ensuite, on va avoir un email de bienvenue dans ma marque, rappel de ce qu'il va recevoir en termes d'offres, d'emails, etc. Quelques jours plus tard, un email de présentation de l'entreprise qui dit qu'est-ce qui se passe dans nos coulisses. Et là, vous racontez l'histoire de votre marque, pourquoi vous avez été créé, quelles sont vos valeurs, comment ça fonctionne. Si vous avez des produits, c'est comment ils sont créés, par qui, où ils sont créés, quels matériaux vous utilisez, etc. Enfin, vraiment les embarquer dans une histoire. Ils sont assez friands de ça. On peut aussi avoir quelques jours plus tard un email du coup de qualification de centre d'intérêt. En profiter. Vous vous êtes présenté dans l'email précédent. Donc maintenant, vous pouvez vous permettre de demander des éléments sur eux. Donc ça peut être encore une fois via un quiz ou via tout simplement un formulaire d'enquête. Et quelques jours plus tard, on va envoyer un email de concrétisation. Donc nous, les scénarios de bienvenue ou quels qu'ils soient dans une stratégie CRM, on les termine par un email, ce qu'on appelle de concrétisation. Et l'idée, ça sera de les embarquer là, du coup, par exemple, dans un premier acte d'achat avec une réduction sur une première commande. Et seulement après, vous le voyez, c'est intégré dans le planning d'envoi. Dans l'exemple numéro 2, ici, c'est vraiment un scénario PRM. Donc, l'idée, c'est que c'est un formulaire de collecte qui a été déposé sur LinkedIn. On est dans le secteur plutôt du B2B. L'idée, c'est de vendre des études de statistiques. Donc, l'idée, c'était vraiment de présenter ce qu'était cette étude. Et dans le deuxième email, vous le voyez déjà qu'il y a un formulaire qui permet de catégoriser les études et de leur demander quelle catégorie les intéresse le plus. Et après, les emails 3, les emails 4, qui sont là pour le coup destinés à vendre une étude, sont personnalisés en fonction des réponses
établi à l'email numéro 2. Évidemment, tout le monde ne répond pas à ces formulaires-là. Donc, on prévoit évidemment dans les blocs de personnalisation un bloc, ce qu'on va appeler standard, où là, on va mettre en avant plutôt les études qui marchent le mieux et pour lesquelles les personnes cliquent le plus et achètent le plus. On va avoir un troisième exemple où on voit aussi qu'on peut avoir des formulaires de collecte, des jeux concours, des quiz qui sont utilisés aussi en scénario de réactivation d'anciens acheteurs. Là, on est dans le secteur des magazines, par exemple. L'idée, ça sera de relancer les clients avant la date de fin d'abonnement à un magazine. Et le premier email, là, pour le coup, c'est de savoir s'ils sont satisfaits de leur abonnement actuel, mais aussi de collecter des infos sur les centres d'intérêt de la famille. Parce que ce qu'on constate dans ce secteur-là, c'est souvent une personne s'achète un magazine, mais quand le compagnon, la compagne ou les enfants veulent aussi acheter un magazine, en général, c'est la personne qui a le compte en premier qui va dire attends, je vais aussi acheter via mon adresse email d'autres titres de magazines. Donc l'important, c'est de collecter aussi les centres d'intérêt de la famille. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif de ce scénario-là. Et puis, quand on relance via les emails de promo, surtout à la fin, quand on leur propose plusieurs abonnements, et ben on va prendre en compte les réponses à l'email numéro 1. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Marion, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses très importantes à retenir dans ce que tu as dit. Le temps de latence entre la captation de la donnée et ensuite l'activation de la donnée, c'est aussi quelque chose qu'on constate très très souvent. Très simplement parce que les équipes en général sont différentes. On va avoir une équipe en PRM et puis une équipe en CRM, mais qui communiquent pas forcément ensemble. Et donc là, nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment de travailler en collaboration, parce que les données que vous allez récupérer, je pense qu'on l'a vu déjà depuis le début, vont servir au CRM par la suite pour avoir plus de pertinence dans les communications qui seront envoyées. Donc, il faut travailler, collaborer ensemble. Et comme tu l'as bien expliqué avec les scénarios, c'est quand vous avez un dispositif d'acquisition, il faut tout de suite imaginer le scénario qui va activer la donnée. Il ne faut pas séparer les deux opérations. C'est quand vous faites le dispositif de collecte, il faut immédiatement connaître et avoir préparé les emails ou les autres communications sur d'autres réseaux si vous le souhaitez. Mais c'est hyper important d'avoir quelque chose de global pour que l'expérience client soit la meilleure possible et que l'investissement que vous aurez fait dans l'acquisition, puisque ça coûte un certain prix de faire un dispositif de collecte, si vous arrivez à suivre toute la chaîne, ce sera aussi plus facile de démontrer en fait le ROI de vos campagnes, et donc vous aurez certainement plus de budget par la suite pour continuer à le faire. Voilà, petite parenthèse. Et ben, du coup, je vais ajouter quelque chose à ta parenthèse que ça m'a fait penser à autre chose. Alors oui, pourquoi les gens souvent ils n'enchaînent pas via des scénarios de bienvenue ou de PRM. Donc c'est peut-être parce que ça s'adresse à des départements différents, donc un département acquisition, un département fidélisation. Mais ce que je constate de nos clients, c'est que souvent ils utilisent deux outils différents. Il y a un outil pour créer ces expériences, ces jeux concours, ces quiz, peu importe. C'est un outil. Via cet outil, ils arrivent facilement à envoyer un email de confirmation de participation, ça, il n'y a pas de souci, et après, ça s'arrête là. Et tout ce qui est scénario CRM, les newsletters envoyés, les abandons de panier, enfin, tout vraiment ce dispositif-là, sont envoyés via un autre outil de gestion de campagne marketing, un outil CRM. Du coup, on a deux outils différents, et ces outils ne communiquent pas via des API, etc. Donc, souvent, il faut exporter le fichier, le réintégrer, enfin, voilà, il y a un obstacle, il y a un point de coupure. Donc du coup, c'est aussi une raison pour laquelle moi, les clients me disent ouais, on n'a pas fait l'effort de voilà. Donc c'est assez intéressant dans Cheetah Digital d'avoir vraiment un module tout en un où via un seul outil, on a la possibilité de créer des expériences, ça alimente directement la base de données et le scénario de bienvenue ou de PRM peut être envoyé directement. Mais on y reviendra, je pense, avec Geoffrey derrière. Moi, je voulais vous parler maintenant de tout ce qui était précaution à prendre en termes de délivrabilité, parce que qui dit processus de collecte dit forcément hygiène de données, et qui dit hygiène de données dit délivrabilité, réputation, etc. Ici, on va faire attention à repérer les signaux qui peuvent influencer
négativement la réputation de l'expéditeur, donc votre réputation. L'idée avec avoir une bonne hygiène de collecte, donc, qui dit bonne hygiène de collecte, on va surtout parler des sources de collecte. L'objectif, ça va être d'avoir le moins de plaintes possible. Les plaintes, hein, ça fait partie des signaux négatifs qui influencent négativement du coup la réputation. Donc d'avoir le moins de plaintes possible, d'avoir le moins de bounce possible, de limiter au maximum les spam traps. Et puis, on va aussi faire en sorte de diminuer les signaux négatifs au niveau des comportements, donc diminuer les suppressions d'emails avant même de les lire, de diminuer les désinscriptions aux emailing, et puis, du coup, à contrario, de maximiser les ouvertures et les clics. Donc ça, quand on a une bonne hygiène, des bonnes sources de collecte, ça va être vraiment les objectifs de la collecte. Ici, moi, je voudrais vous parler des sources. Donc, ce qui va être important ici, c'est d'identifier quelles sont les sources à risque. Donc, on vous a catégorisé comme ça les sources du plus au moins risqué, enfin du moins au plus risqué d'ailleurs. Ici, on va avoir les risques limités. En fait, si vous travaillez plutôt pour collecter de la connaissance client, des centres d'intérêt, si vous travaillez sur vos clients existants, donc votre base CRM, sur ceux qui s'inscrivent spontanément à votre newsletter, ou encore si vous êtes en B2B, vous proposez des livres blancs, par exemple, à télécharger. Si vous travaillez sur des gens qui sont venus spontanément vers vous et qui ont vraiment un engagement envers votre marque, évidemment, là, les risques sont complètement limités. Vous aurez peu de plaintes, peu de bounce, etc. On aura des risques modérés si vous faites de la collecte, par exemple, en point de vente ou de la collecte téléphonique, par exemple, via des call centers, ou encore de la collecte lors d'événements physiques ou de jeux concours organisés en interne. Et j'insiste sur le en interne puisqu'on verra l'externe juste après. Si on est là-dessus, là, on est plutôt sur un risque modéré. Le risque, en fait, ça va être plutôt au niveau de l'encodage, c'est-à-dire que on va avoir un risque de faute dans les adresses email, parce que voilà, quand on a une hôtesse d'accueil en magasin ou quelqu'un au téléphone, on peut avoir des risques au niveau de l'encodage de l'adresse email, donc soit sur la première partie de l'email, où là on va générer des bounces, ou soit sur la seconde partie de l'email, donc les noms de domaine, où là on risque de générer des spam traps de type typo. Donc là, les risques vont plutôt être modérés, mais ils existent. Et par exemple, au niveau des risques plus élevés, ça va être tous les jeux concours organisés en externe. Donc quand on parle en externe, c'est via des agences spécialisées, où on est plutôt sur des modèles de collecte à la performance. Donc qui dit collecte de modèles à la performance, bah, on a un risque de surpression des bases pour collecter un maximum d'adresses. Et là, du coup, bah, on risque d'avoir des internautes qui sont plutôt attirés via l'appât du gain, et seulement l'appât du gain, et pas vraiment votre marque. Donc là, nous, on constate, quand on monitore après les campagnes, on voit vraiment des risques plus élevés quand c'est organisé en externe, quand c'est de la collecte à la performance, ou encore tout ce qui est co-registration, compte sponsoring. Là, vraiment, les gens sont plutôt attirés par l'appât du gain, et on risque, ce qui nous donne d'ailleurs pas leur adresse principale, mais plutôt leur adresse secondaire ou leur adresse email poubelle. Et du coup, derrière, ben, quand on va envoyer des campagnes emailing, ça va servir presque à rien. Et là, après, on a les risques majeurs qui sont l'achat de fichiers ou l'échange de fichiers que nous, on déconseille fortement, qui sont complètement d'ailleurs illégales en B2C, qu'on peut considérer comme légales en B2B, mais sur lesquelles nous, on conseille de passer aventurer. Donc, tout ça nous amène, quoi qu'il arrive, quelles que soient les sources de collecte, à monitorer. Et comment monitorer ça? Bah, l'idée, ça va être de conserver vos sources de collecte dans vos bases CRM. Donc, je parlais tout à l'heure de bien créer les champs au niveau des centres d'intérêt. Là, il faut faire attention à ce que pour chaque adresse email, on ait plusieurs champs de sources de collecte. Par exemple, le libellé de l'action qui a permis de collecter l'adresse, l'URL du formulaire qui a permis de collecter l'adresse, la permission et puis les centres d'intérêt, la date de la collecte et puis idéalement l'adresse IP de la collecte.
Pourquoi on fait ça? De un, on va être en conformité avec le RGPD, parce que voilà, si tout d'un coup vous avez une plainte pour spam, vous allez savoir justifier et apporter les preuves du consentement que vous avez recueilli. Et puis surtout, ça va nous permettre de suivre les performances. Et si on voit le premier graphe, là en bas, vous avez les sources de collecte. Donc on voit client, formulaire livre blanc, jeu concours, deux types d'ailleurs de jeux concours, un partenaire, de l'affiliation, etc. Ce que vous avez en histogramme, ça va être les taux d'ouverture. Et ce que vous allez avoir sur la courbe, c'est le taux d'insatisfaction de l'emailing. C'est deux indicateurs qui sont importants de surveiller, en tout cas des indicateurs de base. Et là, on voit bien que quand on est sur de l'affiliation ou des jeux concours organisés en externe, on va avoir des taux d'ouverture qui sont plutôt bas et des taux d'insatisfaction plutôt hauts, alors que quand on est sur des sources de collecte à risque modéré ou complètement limité, on va avoir les taux d'ouverture qui augmentent et les taux d'insatisfaction qui baissent. Pour rappel, le taux d'insatisfaction, c'est le nombre de clics sur le lien de désabonnement divisé par le nombre de clics au global de la campagne. Donc, quand on a un taux, par exemple, de 74% d'insatisfaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de 7 personnes, entre 7 et 8 personnes sur 10, qui ont ouvert votre emailing pour se désabonner. Donc voilà, donc là on est vraiment sur un taux de fatigue, on l'appelle aussi le taux de fatigue de l'email. On est vraiment sur un taux de fatigue d'email qui est important. Donc c'est important en fait de monitorer ça, parce que ça veut dire quoi? Si vous avez des taux d'ouverture très bas, des taux d'insatisfaction très hauts, vous savez que cette source de collecte-là, qui est affiliation ou jeu concours, est à supprimer de vos prochaines stratégies de collecte. On va évidemment aussi monitorer les ouvertures par destination pour voir si on a un problème de délivrabilité sur une destination particulière ou pas. Et pour rappel aussi, une destination, c'est un regroupement de domaines, de noms de domaines. Par exemple, pour la destination Microsoft, derrière, on va avoir du Hotmail, du MSN, du Outlook, etc. Donc, c'est important de surveiller ces deux types de graphes-là. Il y a aussi une bonne pratique au niveau de l'encodage. Je parlais tout à l'heure qu'il y a un risque au niveau de l'encodage, que ce soit mal encodé. Il y a des petits outils en ligne qui existent maintenant pour penser à valider techniquement l'adresse email au moment de l'encodage directement dans le formulaire. Donc ça peut être une bonne pratique. Et puis la deuxième bonne pratique, ça va être d'envisager le double opt-in. Donc, comme je vous le disais dans le scénario de bienvenue, ça peut commencer par un email de confirmation d'inscription double opt-in. L'idée du double opt-in, c'est vraiment de valider que l'adresse email existe, que vous envoyez bien ça sur une adresse email valide. Si la personne clique bien à l'intérieur de l'email qui est dans la confirmation double opt-in, c'est que la personne c'est bien quelqu'un de physique, d'humain, et pas un pirate, un robot ou quoi que ce soit. Et ça sera aussi de valider l'intérêt pour le destinataire de recevoir des emails de votre marque. Alors, nous, on le conseille souvent, parce que ça fait partie de notre rôle de consultant. Donc, on le conseille aux annonceurs. Et parfois, et c'est souvent d'ailleurs, on a, non, on ne préfère pas parce qu'on a un risque de perte. C'est-à-dire sur 100 personnes qui vont remplir de votre formulaire, on va avoir peut-être 70, 75 personnes qui vont cliquer sur ce lien double opt-in. Donc, on a une perte qui est vraie. Après, pour tous ceux qui l'ont mis en place, on a des super taux de délivrabilité. Donc, c'est vraiment une bonne pratique, selon nous, à mettre en place. Si on parle un petit peu plus d'architecture technique, l'important, ça va être d'isoler un peu votre stratégie et d'avoir une IP différente pour tout ce qui est un domaine d'ailleurs différent pour tout ce qui est stratégie d'acquisition. Une IP différente et un domaine différent d'une stratégie de fidélisation. Donc la stratégie de fidélisation, ça va être l'adresse IP, le nom de domaine avec laquelle vous allez envoyer vos newsletters hebdomadaires, vos emails promo, mais aussi vos scénarios de bienvenue, etc. Et encore une IP et un domaine différent pour tout ce qui va être transactionnel. Donc là, on va être tout ce qui est email de confirmation de commande, d'achat, abandon de panier, etc. Vraiment de séparer, d'isoler vos stratégies au cas où on a un problème, par exemple, dans la stratégie d'acquisition, vous avez une mauvaise réputation, vous allez finir par être bloqué pour pas que ça empiète sur vos emails de confirmation de commande ou vos scénarios CRM.
Donc voilà, hein, pour résumer, ça va être de privilégier des adresses IP différentes, des sous-domaines différents. Si vous créez une nouvelle adresse IP, bah, l'idée, ça va être ou un nouveau sous-domaine, ça va être prévoir un temps de warm-up, le temps de chauffer tout ça. Et vraiment, si vous êtes dans une stratégie d'acquisition, c'est de prévoir un autre kit HTML que vos emails de fidélisation, parce que maintenant, on a certains filtres anti-spam hein, qui arrivent à capter l'empreinte d'un message HTML et d'enregistrer des portions d'HTML et de se dire, bah, tiens, cette portion-là, cette façon de coder l'HTML-là, elle est identique à cet expéditeur-là et cet expéditeur n'a pas une bonne réputation. Donc, voilà, l'idée, ça va être vraiment aussi d'isoler tout ça et d'avoir des kits HTML différents. Et je vais repasser la main à Magali, ou Geoffrey d'ailleurs. Merci. Bon, je peux faire la conclusion, Geoffrey, si tu souhaites. On a juste récapitulé sur la slide que vous allez voir quelques points à retenir. Voilà, donc ça s'affiche. Donc pour terminer sur ce webinaire, ce sur quoi on a insisté, c'est vraiment de créer donc votre propre base de données pour déployer donc cette stratégie de D2C, Direct to Consumer. C'est vraiment important d'essayer d'éliminer un petit peu vos intermédiaires et d'aller directement au contact donc de vos clients. Offrez un véritable échange de valeur et proposer donc des expériences ludiques pour capter cette zéro party data dont on a parlé, donc ces données intentionnelles et ces données qui vous donnent des informations sur le futur en fait de votre client, pourquoi il est intéressé par votre marque et qu'est-ce qu'il a envie de faire avec vous dans le futur et pas simplement se baser sur ce qui a été réalisé dans le passé. Centraliser les données PRM, CRM, comme le disait Marion, si vous avez la possibilité d'avoir un outil qui centralise les deux types d'informations, c'est idéal parce que là, vous allez avoir et construire cette vision unique client que tous les marketeurs aujourd'hui cherchent à obtenir. C'est un gage en fait de succès parce que voilà, il n'y a pas de latence dans les datas, tout est au même endroit et peut être activé selon les besoins. Activer les contacts immédiatement, je crois qu'on a insisté dessus, très important, faire en sorte qu'il y ait au moins des accusés de réception lorsque vous mettez des dispositifs de collecte pour ensuite enchaîner sur des scénarios que vous aurez au préalable imaginés. Surveillez votre délivrabilité. Donc là, je pense que Marion vous a donné beaucoup de conseils sur ce qui est important à prendre en compte lorsque vous décidez d'envoyer vos campagnes email. Apprenez à connaître vos contacts, donc utilisez toute cette connaissance pour être plus pertinent, personnaliser les interactions. Et un point qu'on n'a pas forcément évoqué dans cette présentation, mais qui nous paraît essentiel, aujourd'hui on est dans un monde où les consommateurs veulent plus de transparence vis-à-vis des marques. Et si vous souhaitez avoir leur confiance, il faut absolument expliquer les raisons pour lesquelles vous demandez des informations, à quoi ça va servir, leur donner accès à un certain type aux données qu'ils ont pu vous confier au travers de Preference Center pour qu'ils aient de la visibilité, qu'ils aient la sensation aussi de maîtriser les données qu'ils vous fournissent. Donc voilà pour conclure et quelques points à retenir. Donc on va pouvoir passer aux différentes questions. Peut-être avant, comme ça on va pouvoir lire un petit peu les questions. Est-ce que Geoffrey, tu peux nous présenter juste une expérience pendant qu'on lit les questions avec Marion et on pourra y répondre juste après. Comme ça donne une petite idée de ce qu'on a présenté au début. Oui, bien sûr. Alors, je passe juste sur la slide d'après, on reviendra sur les questions le temps que Magali et Marion puissent les lire. Si jamais vous avez votre téléphone à portée de main, je vous laisse scanner le QR code que vous voyez sur l'écran. Ça vous amènera directement sur l'expérience qu'on a créée pour le webinaire. Donc, c'est une expérience en zéro party data qui a été générée par notre environnement Cheetah Experience et qui permet en fait de récupérer des intentions et des préférences au niveau social story et au niveau également site web. Donc, je vais cliquer moi sur le lien pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours la présentation. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Voilà, donc l'idée de cette expérience, en fait, c'est une personne qui va dans des cours de yoga et en fait qui voit une affiche qui lui propose d'essayer un nouveau type de cours de yoga et des nouveaux vêtements, etc. Donc là, la personne scanne le QR code et se dirige directement
sur cette expérience depuis son téléphone. Donc, c'est une expérience qu'on peut également envoyer sur du Instagram Story, sur du Facebook également, et qu'on va pouvoir segmenter et cibler derrière sur les différentes personnes qui ont cet attrait pour le sport et le yoga. Donc, dans l'expérience, si on va sur les différents slides, on va pouvoir demander à la personne ce qu'elle fait du coup pour rester en forme. Donc là, par exemple, on va mettre la course et on va mettre la nage. Ensuite, on lui demande tout simplement combien de fois elle fait de l'exercice par semaine. Donc, on va dire 3 par exemple. Et avec qui elle préfère faire de l'exercice en général. Donc là, par exemple, on va faire avec des amis. Derrière, on va pouvoir lui demander vraiment son intérêt pour le sport. Est-ce que c'est important ou pas? Donc là, on va lui mettre par exemple plutôt important. Et ensuite, on va commencer à lui demander ces informations pour pouvoir à la fin effectivement recevoir l'offre pour le nouveau cours de yoga gratuit pour pouvoir le tester. Et donc là derrière, on met ces informations, on va mettre sa civilité et on va mettre l'adresse email de la personne. On accepte bien sûr les conditions et le fait de devenir opt-in pour recevoir la confirmation et l'offre de la boutique de yoga. Et derrière, on va pouvoir envoyer les informations. Donc ici, quand on envoie les informations en temps réel, on va avoir les informations qui vont entrer donc, dans la plateforme Cheetah Experience, qu'on va pouvoir traiter du coup en temps réel. Et ensuite, ces traitements en temps réel vont permettre, dans un premier temps, d'envoyer l'email de confirmation, comme quoi on a bien reçu sa participation et qu'elle va recevoir très prochainement les informations pour son cours de yoga. Et derrière, on enclenche le cycle de vie, donc soit un cycle de bienvenue si la personne, on ne la connaissait pas encore, ou alors un cycle classique où on continue d'envoyer des informations, puisqu'on aura eu un enrichissement de données d'un contact qu'on avait déjà en base. Voilà, donc ça c'est une petite expérience qui peut être créée assez rapidement, donc la plateforme Cheetah Experience permet de le faire uniquement en drag and drop, il n'y a aucun besoin de code, et ça vous permet rapidement de pouvoir envoyer vos expériences personnalisées du coup sur les différents réseaux sociaux et sur les différentes plateformes au niveau digital. Voilà, je vais repasser la main à Magali et Marion pour voir s'il y avait des questions. Merci Geoffrey. Donc oui, on a eu une question qui concernait, en fait, si je la reprends, la meilleure manière de gérer les données dans le cadre en fait d'un scénario d'activation pour le marketing à la performance. Bon, je peux commencer, je te laisse Marion compléter. Alors nous, la manière dont on travaille en général, c'est que quand on a des scénarios à mettre en place, on va organiser des ateliers de travail tout simplement pour définir et rappeler quels sont vos objectifs, quelle est l'expérience client ou prospect en tout cas que vous voulez offrir. Enfin, c'est important. Il y a pas de réponse miracle. On va pas vous dire voilà, il faut faire 2 emails, 3 emails, 5 emails. Je pense qu'il faut reprendre vraiment les objectifs que vous essayez d'atteindre, quelle expérience vraiment client vous voulez déployer. Et ensuite organiser avec plusieurs séquences, identifier les contenus qui sont adaptés à chacune des séquences. En tout cas, il ne faut pas communiquer pour communiquer, il faut vraiment avoir des choses à dire, on l'a dit. Si vous voulez aussi la confiance de vos prospects, de vos clients, il faut leur apporter de la valeur, sinon ça ne sert à rien d'envoyer du contenu. Et ensuite, une des best practices, quoi qu'il arrive, c'est de faire du test. Donc, quand vous avez déterminé votre scénario, vous pouvez, en fonction des résultats, définir s'il y a une communication qui fonctionne ou qui fonctionne moins et voir comment vous pouvez l'optimiser au travers de tests. Marion, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Alors, la question, c'est pour le marketing à la performance. Moi, je pense pas qu'il faut avoir un scénario pour le marketing à la performance et un autre pour la collecte, on va dire, moins risquée. Non, l'idée, c'est vraiment la meilleure façon, c'est de communiquer tout de suite. Nous, ce qu'on conseille quand même, c'est avoir plusieurs emails dans ce scénario-là et un scénario qui dure à peu près 3 semaines. Parce que je l'ai dit pendant le webinaire, hein, l'idée c'est vraiment de les draguer un peu, de leur donner envie et du coup d'offrir plutôt du contenu éditorial, du contenu de présentation, du contenu du présentation autour de votre marque, de vos services. Enfin, je sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes,
et surtout de monitorer, parce que vu qu'on est sur de la collecte à la performance, si j'ai bien compris, là on est sur le risque élevé, donc ça sera surtout de monitorer pour voir s'ils sont vraiment engagés auprès de votre marque et peut-être en monitorant de faire le tri. C'est-à-dire, écoutez, ces gens-là, ça fait 3-4 fois on leur a envoyé des emails, ils n'ouvrent pas, ils ne cliquent pas. Je ne vais pas les intégrer dans mon planning d'envoi, je les écarte et j'intègre vraiment les plus engagés. Ouais, une bonne pratique également, c'est de mettre en place des scores d'appétence en fait par rapport au contenu que vous envoyez. Ça peut être aussi assez utile justement pour identifier un petit peu s'ils ont envie de continuer la discussion et les interactions avec vous. Ça peut être un autre point. Ensuite, on avait une question plus peut-être sur la délivrabilité. Marion, est-ce que tu veux la prendre? Sur les robots, ou est-ce qu'on fait intervenir Jonathan dessus? Il peut intervenir hein, s'il veut, comme ça il monte, Bonjour à tous. il voit. Oui, la question c'était de savoir si certains robots cliquent et si notamment certains spam traps cliquent. Donc juste pour rappel, les spam traps, c'est des adresses pièges, il en existe deux types. Il y a des spam traps qu'on appelle recyclés, qui sont en fait des anciennes adresses de vrais utilisateurs mais qui ont été inactives. Et les opérateurs de messagerie ont recyclé ces adresses pour piéger les spammers qui ne nettoient pas correctement leur base de données. Et puis il y a des spam traps qui sont un petit peu plus brutes de décoffrage, qui sont les spam traps typo, c'est des erreurs dans les noms de domaine des adresses email, donc par exemple des gamil.com, des lapsot.net, etc. Et il y a ce qu'on appelle des spam traps primaires, qui sont des adresses email qui sont créées de toutes pièces et qui sont disséminés un peu partout sur Internet pour piéger certains spammers. Et donc, clairement, il y a certains types de spam traps qui peuvent cliquer. Normalement, les spam traps recyclés ne cliquent pas, mais les autres peuvent cliquer, ouvrir. Et puis, par ailleurs, certains filtres anti-spam, enfin, tous les filtres anti-spam font un petit sondage pour notamment aller vérifier où mènent les liens qui sont présents dans vos emails, puisqu'on sait qu'il y a parfois des redirections pour le tracking. Et donc, on peut avoir des faux clics. Et malheureusement, il y a certains filtres anti-spam, surtout utilisés en B2B, qui vont aller cliquer sur vos liens de manière un peu plus massive. Et je sais que ça ennuie pas mal de monde parce que ça crée des statistiques qui sont faussées, notamment où on aime bien recontacter téléphoniquement les cliqueurs. Ça peut être problématique dans certains cas. Donc voilà pour ma réponse. Merci Jonathan. Et comme on voit qu'on arrive vraiment à la fin du temps qu'on s'était donné, même qu'on l'a dépassé, on a une dernière question sur les preference centers. Est-ce que Marion, tu vas apporter une réponse? Ouais, donc la question c'est quelles sont les bonnes pratiques en termes de preference center? Alors, c'est marrant parce que c'est une question qui m'est de plus en plus posée de la part de nos clients. C'est en fait, on veut mettre en place un preference center. Alors qu'il y a un an, peut-être, on n'en parlait pas plus que ça. Et en fait, depuis le confinement, de ce que je constate, hein, j'analyse un peu, pendant le confinement, les gens se sont dit, bon, mes magasins sont fermés, il faut que je communique avec le client. Du coup, je vais bah, communiquer de façon plus éditoriale. Et du coup, ils ont voilà, plus pris du temps pour raconter des choses, pour présenter d'une autre façon leurs produits, enfin moins promotionnel et vraiment plus éditorial, plus conseils, astuces, etc. Et ils ont constaté que ça marchait hyper bien et qu'il y avait, ça maximisait vraiment le taux d'ouverture, le taux de clic. Donc là, les clients, en tout cas qu'on suit, me disent bon, bah, je conserve cette stratégie. Donc maintenant, ils ont des emails qui catégorisent plutôt promotionnels, produits, et des emails plutôt services, astuces, éditoriales, enfin peu importe comment on l'appelle. Et puis ils ont aussi des emails liés plutôt serviciels, liés autour d'un achat. Donc là, par exemple, pendant le confinement, c'était c'est compliqué de se procurer, par exemple, un magazine en kiosque. Vous allez avoir des tards de livraison parce que la Poste a aussi été impactée pendant ce confinement. Donc, il y a eu plein d'emails autour de l'achat, du produit, de service, etc.
des emails plutôt à contenu éditorial avec des astuces, des conseils, puis essayer un peu d'animer autrement sa base de contact pendant le confinement. Et puis les emails promo. Du coup, on arrive avec 3 typologies de campagnes. Et les clients se disent, ah ouais, mais attends, moi, je constate des inscriptions sur mes emails promo, beaucoup moins sur mes emails type service éditorial, etc. Bah, du coup, si je les perds sur les emails promo, je les perds sur tout. Donc, je vais avoir un preference center pour, bah, si se désabonnent de l'email promo, alors ils seront désabonnés qu'à la typologie email promo. Ils continueront à recevoir mes autres typologies d'emails. Donc, il y a un élan vers le call center que moi j'observe depuis 6-9 mois. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Bah, ça va être en fonction, c'est bien catégoriser vos typologies d'envoi pour proposer un désabonnement par typologie. Et puis, on peut y ajouter une baisse, alors pas un désabonnement, mais une baisse au niveau de la fréquence. Bah, je ne veux pas me désabonner, mais je veux recevoir plutôt des emails une fois par mois. Et du coup, bah, dans l'outil de gestion de campagne marketing, on les fait basculer dans le segment à ne solliciter qu'une fois par mois. Enfin, voilà, il y a des bonnes pratiques comme ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. En complément sur les typos de campagne ou la fréquence de campagne, je pense que c'est intéressant aussi de récupérer ces centres d'intérêt dont on a parlé, surtout de faire en sorte de mettre à jour régulièrement parce que ça reste des choses qui peuvent être obsolètes assez rapidement en fonction de votre secteur d'activité. Donc, faut pas hésiter à inciter régulièrement à mettre à jour les informations et les incentiver au travers notamment, par exemple, si vous avez un programme de fidélité, de gagner des points en échange d'informations que vous pouviez récupérer sur les centres d'intérêt. Enfin, c'est important de faire vivre cette base de Preference Center pour suivre tout simplement votre client ou votre prospect dans son cycle en interaction avec votre marque. Donc voilà pour le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté un peu plus longtemps que prévu. Nous espérons avoir répondu à vos questions. En tout cas, on reste disponible. On a mis nos adresses email également, les sites web de référence si vous voulez regarder et jeter un œil un peu aux différents contenus. On vous remercie et puis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.